Nous sommes ici pour discuter les thérapies adjuvantes et tout ce qui a à voir avec les thérapies adjuvantes. C'est relativement nouveau, un petit peu controversé, mais je vais laisser les médecins en parler. Et une autre raison pour laquelle on est ici, c'est Dr. Anil Kapoor, était notre ami, notre vice-cher et un défendeur passionné pour les patients atteints de cancer des reins. J'essaie de ne pas être émotionnel ici, mais il y a tellement de choses qu'il a fait pour le cancer du rein au Canada et à l'international que nous sommes tellement reconnaissants de l'avoir connu et qu'il a été tellement généreux avec son temps et ses efforts. Et il fait partie et il continue de vivre dans notre bibliothèque de vidéos, d'excellentes vidéos avec d'autres médecins. Et s'il vous plaît, allez-y si vous avez des questions quand vous visitez et vous avez besoin des réponses. Euh, il était le leader de plusieurs webinaires pour nous. Je me souviens du premier que j'ai fait en tant que ED. J'étais très motivé et naïf et on a eu un webinaire comme ceci avec des docteurs euh, inestimable qui donnait des conseils et j'ai parlé et interrompu et il m'a dit que je devrais pas faire ça très gentiment, mais il est la première personne à vous dire que vous faites un bon travail, toujours généreux avec ça. Aussi la première personne à vous dire si vous aviez besoin de changer quoi que ce soit. Alors nous sommes très reconnaissants pour ça aussi et le voici avec Dr. Ali Khan qui est sur ce panel-là aussi. Et il a fait beaucoup de sessions en personne pour nous à travers le Canada et a été instrumental à nous amener les meilleurs médecins pour les reins au Canada. Toujours prêt à s'amuser. Et ici, Dr. Kapoor et Anjana, qui a été son bras droit pendant des années, qui ont participé dans notre campagne Greenlit. Et le monsieur avec la veste jaune, c'est Stewie, qui est un patient. Et lui a roulé sa motocyclette à travers le Canada et s'est arrêté à Saint-Joseph. Alors, ils lui ont fait un gros geste de bienvenue. Et pour honorer le docteur Kapoor et sa passion pour les patients atteints de cancer du rein, nous, les chercheurs et les médecins, avons renommé le CUASF le prix au prix Anil Kapoor. Alors, il va toujours faire part et faire partie des nouvelles innovations dans les traitements, les chirurgies pour la communauté atteinte de cancer du rein. Merci, Christine, d'avoir organisé tout ça. Bonjour à Kidney Cancer Canada, UCC, les hôpitaux et tous les participants et aussi les membres du conseil d'être ici et notre équipe de recherche, Camilla, et nos groupes de patients qui sont ici avec nous aujourd'hui. Alors, je suis urologue et un chirurgien en cancer du rein. Je fais des chirurgies, je suis à l'hôpital Saint-Joseph et j'ai eu l'opportunité. Alors ça, c'est mes conflits et comme on a discuté, ça c'est la personne qui m'a inspiré à être un chirurgien en transplantation du rein. J'ai eu l'honneur d'être entraîné sous lui. J'ai travaillé 6 ans avec lui et j'ai appris et de tout ce qu'il faisait et ça a été un temps fantastique. On s'ennuie de lui, comme Christine a mentionné. Il était un ami, un mentor, un guide, un chirurgien avec un excellent talent, pardon. Pas juste ici, la province, le pays, mais il était connu pour ses innovations, son habileté chirurgicale et toutes les choses qu'il pouvait faire. On s'ennuie de lui. Alors, pour ce soir, je pensais, vous savez, quand j'ai fait ces choses-là à Winnipeg, on a fait plusieurs
de ces séances en ligne ou en personne. Et généralement, mon travail, ce qu'on me demande de faire, c'est de donner un survol sur c'est quoi les problèmes, comment on fait le diagnostic des cancers du rein et les différentes façons qu'on peut les gérer, les traiter. Mais pour aujourd'hui, je pense que l'équipe voulait les nouvelles avancées et dans la section adjuvante, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu qui est émergent dans les dernières années. Puis c'est important pour nos patients de savoir c'est quoi les options. Alors, mon partenaire et moi, Dr Lamani ici, on a été très vigilants sur les patients, c'est qui va en bénéficier, puis on va discuter les thérapies avec eux. Quand je fais une chirurgie, je trouve quelqu'un qui est capable de passer au travers. On travaille de façon très collaborative et on parle des bienfaits, des désavantages, et c'est eux qui choisissent un peu c'est quoi les options et prendre les meilleures décisions. Et notre travail, c'est de les aider à prendre cette décision-là. Je vais parler des statistiques, du diagnostic, c'est quoi les règles pour les biopsies. Je vais pas trop parler de la surveillance active parce qu'on parle du côté chirurgical. Je sais qu'on parle donc si l'ablation peut être une option. Alors peut-être qu'on peut avoir ça dans le question-réponse et les autres nuances sur le traitement chirurgical et c'est quoi le risque du retour des tumeurs. Parce que jusqu'à maintenant, on traitait les gens stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Une fois qu'on le retire, on fait juste attendre. Et s'ils reviennent, on commence le traitement, comme les traitements systémiques, comme les TKI ou l'immunothérapie ou les autres sortes de traitements. Mais je pense qu'on a plus d'options disponibles aujourd'hui. Alors, à l'international, le cancer du rein, c'est le 7e cancer le plus courant et le 10e chez les femmes. C'est des anciens estimés. Il y avait à peu près 400 000 patients diagnostiqués par année et au Canada, c'est à peu près 10 par 100 000. Les statistiques plus récentes de nos propres statistiques canadiennes l'année dernière, le cancer du rein, c'est à peu près 3,2%. L'incidence des nouveaux cancers, c'est à peu près 8 000. Et malheureusement, 2 000 ne survivront pas. En général, sur la survie sur 5 ans, c'est à peu près 75%. Et 10 ans, ça c'est pour tout le monde, c'est à peu près 64%. Si vous regardez l'image ici à droite, je veux mentionner et montrer la barre qui est montrée en bleu. C'est celle des nouveaux diagnostics de cancer du rein. La majorité, 60-65%, sont diagnostiqués en stade 1. Certains stade 2, 15 à 20% stade 3 et le reste c'est stade 3. Alors quand on trouve quelqu'un, la plupart des patients aujourd'hui sont diagnostiqués de façon incidentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On rentre à l'hôpital pour une autre raison, on fait un scan, un ultrason, une échographie, une résonance magnétique, et on voit quelque chose sur les reins. Alors, même s'il y a une croissance sur le rein, ça peut grandir assez gros avant que ça cause des symptômes. Alors, des présentations sont asymptomatiques, ça veut dire qu'on regarde, on cherche autre chose et on trouve ça. C'est la façon qu'on trouve le plus de cancer du rein. Malheureusement, on continue d'avoir des patients qui ont des maladies métastatiques, à peu près 17%. Alors, les résonances, les scans, c'est souvent les méthodes où on peut trouver la tumeur dans le rein. Des fois, on demande pour un scan spécifique, comme alors un protocole rénal où ils prennent sans la teinture, avec la teinture, et là, il y a toute une séquence. Et plusieurs fois, dépendamment de quoi a l'air la tumeur et de la conversation avec les patients, on veut confirmer le diagnostic avec une biopsie en prenant un échantillon. Il y a différentes selles. Alors, il y a celle B et différents plasmes. Et finalement, pour connaître l'étendue de la maladie, par exemple, si la tumeur est passée à d'autres parties, le pancréas, les poumons ou d'autres, on a peut-être besoin de scans spécifiques ou de scans pour les os ou de résonance magnétique.
Alors, je veux aussi prendre l'opportunité de parler de la biopsie du rein. En gros, on prend un petit morceau de la tumeur et on la fait tester dans le laboratoire euh, pour savoir est-ce que c'est une tumeur cancéreuse ou non. Quand je parle à mes patients, je leur dis ça doit être considéré pour tous les patients. Si on sait qu'il y a une tumeur dans le rein qui fait 3-4 cm, mais on sait, basé sur la grosseur de la tumeur, qu'il y a un pourcentage significatif ou une chance que ça pourrait être bénin. Alors, pour en savoir plus, on va dire, OK, ayons plus d'informations, ayons une biopsie, ou si des fois, il faut aussi déterminer si c'est autre chose, comme un lymphome, parce que il y a des lymphes qui, peut-être si ça ressemble pas à un cancer du rein, peut-être c'est le lymphome, ou peut-être que la tumeur vient du cancer du poumon ou cancer des os. On veut savoir si c'est un vrai cancer du rein ou c'est quelque chose en fait qui s'est déplacé vers les reins. Quand il y a un diagnostic d'infection, dans les doutes, ou si on trouve quelqu'un qui a une maladie métastatique, on peut savoir exactement c'est quel type de tumeur pour qu'on puisse commencer des traitements systémiques basés sur l'histologie. Aussi, la biopsie de masse rénale, on en fait beaucoup dans les petites tumeurs. Alors, on parle de moins de 4 cm, on sait basé sur la recherche, pas juste les plus vieilles recherches, mais aussi les nouvelles recherches, que si la tumeur est moins de 3-4 cm, une grosse proportion, presque 25%, hein, sont non cancéreuses ou ce qu'on appelle des maladies bénignes. Et même sur celles qui sont cancéreuses, une bonne proportion seraient des tumeurs indolentes ou des tumeurs qui grandissent très lentement, pas très malignes et probablement pas un danger à la vie des patients à travers leur vie. Et maintenant, avec les traitements plus avancés, on a plus d'options disponibles. On peut les observer de façon proche. On a des chirurgies, ablation, cryo, SBLT. Et imaginez si on essaie de traiter les gens avec la même approche avec une chirurgie, on ferait des chirurgies non nécessaires et on mettrait les patients à risque anesthétique et c'est pas nécessaire. Et aussi, nos techniques de biopsie se sont améliorées. La sensibilité est meilleure, la spécificité est meilleure et la prédiction est meilleure. Alors, si la biopsie dit que c'est une tumeur, le risque ou la chance que c'est faux, c'est très bas. Les complications, le profil de complications est meilleur et en fait, mes patients me demandent toujours, oh, si on rentre une aiguille dedans, est-ce que ça va étendre la tumeur? Alors, il n'y a aucun rapport, aucune mention de façon moderne d'une biopsie qui s'étend. Et ça, c'est utile dans les prises de décision sur comment on peut mieux gérer les patients avec ces tumeurs-là. Mais en même temps, il faut faire attention quand on fait des biopsies de la masse rénale, les taux non diagnostiques. Donc, par exemple, si la tumeur est petite, les chances que l'équipe de radiologie manque la tumeur elle-même, c'est haut parce que ça peut être dur à trouver la tumeur où on doit faire la biopsie. Mais avec l'expérience et les équipes, le risque des non-diagnostics se sont réduits. Alors, la valeur de prédiction négative est de 81%. Une des choses, c'est que la prédiction du grade ou l'agression de la tumeur, c'est pas la meilleure avec une biopsie. Alors, on apprend à propos du grade quand on sort la tumeur éventuellement. Certains types spéciaux, comme ou inaudibles, on ne décide pas dessus basé juste sur la biopsie et les tumeurs cystiques où ils ont beaucoup de liquide et certaines composantes solides, c'est très très difficile de toucher le solide parce qu'il y a beaucoup de liquide alentour. Alors, si les résultats de la biopsie vont changer comment on traite la tumeur, alors c'est mieux de faire la biopsie. Si la tumeur, par exemple, quelqu'un qui est 30, 35, 40 ans et on voit une tumeur qui fait 4-5 cm,
peu importe les résultats de biopsie, on va quand même rentrer avec un traitement parce que les gens sont jeunes et ils vont avoir besoin d'un traitement éventuellement. Et la tumeur est grosse. Alors, même si les résultats sont négatifs, on va pas y croire. On va juste probablement penser qu'on a manqué le spot. Et si les gens ont plusieurs problèmes respiratoires, cardiaques, ils ont une tumeur de 4-5 cm, peu importe la biopsie, probablement on va juste garder un œil dessus. On va pas passer à travers une grosse chirurgie qui peut mettre la vie en danger. Alors, si les résultats ne vont pas changer la gestion, on va peut-être pas faire la biopsie ou l'intervention. Un petit peu à propos des stades. Alors, si c'est gros comme une pêche, si c'est à l'intérieur du rein, c'est stade 1. Si c'est plus gros, stade 2. Si ça rentre dans les veines rénales ou le système rénal ou la thrombose, ou ça rentre ou dans le système lymphatique, c'est stade 3. Si ça s'étend à l'extérieur du rein, des giota ou d'autres structures comme adrénal, poumon, là c'est stade 4. Alors ça c'est un bon graphique pour montrer le compact. Alors, stade 1, la chirurgie a été pendant longtemps la seule option. Il y a d'autres options qui sont arrivées dans les 5 dernières années. Donc, l'ablation, donc brûler, cryo ou faire de la radiation sur la tumeur. Tout ça n'est pas aussi bon que l'option chirurgicale, mais ce sont quand même des très bonnes options, dépendamment de la conversation, les objectifs et le risque. Alors, stade 2, stade 3, c'est chirurgie, c'est le standard. Stade 4, alors, on va en parler beaucoup. Alors, les traitements systémiques, les TKI, immunothérapie, des fois la chirurgie et aussi SBRT pour les lésions focales si elles sont isolées. Pour ce qui est des traitements en ce moment, stade 1 à 3, généralement la chirurgie. Chez certaines personnes, ça peut être la vérification active. Si c'est métastatique, mais très limité en termes de métastases, des fois on peut retirer le rein et les métastases pour les rendre sans tumeur. Mais ça, c'est des parents très sélectifs où la discussion est arrivée dans les tumor boards multidisciplinaires et il faut que les patients soient très au courant des désavantages. Pour ce qui est de traitement définitif, on a la néphrectomie partielle, donc une partie du rein, ou la néphrectomie radicale, tout le rein. Alors, c'est toujours préférable, quand possible, de retirer une partie du rein. Souvent, c'est parti si la tumeur est petite et dans un endroit facile d'accès et c'est facile de retirer une partie. Si c'est plus gros, plus agressif, s'il y a glande adrénale ou quand on parle de partial versus radical, certaines choses à considérer, c'est la grosseur. Et si on voit à droite ici, tous les endroits de ces tumeurs sont favorables, mais si la même tumeur était à côté des vaisseaux sanguins, du rouge et du bleu, ça serait difficile parce que si on retire la tumeur avec les vaisseaux sanguins et on les déconnecte, alors il n'y a aucune raison de laisser un rein mort derrière. Alors, l'endroit, la grosseur, ce sont les choses les plus importantes. Si les gens ont seulement un rein, peut-être ils ont né avec un ou ils ont eu des problèmes avec leur rein, ou on a dû retirer un rein pour une raison. Si c'est le seul rein, alors généralement on essaie de maximiser nos efforts pour ou si ça a une tumeur familiale, parce que ces tumeurs-là reviennent, et si on les enlève et ils repoussent, c'est très important de sauver autant de reins que possible parce qu'ils reviennent tout le temps. L'autre chose auquel il faut penser pour ce qui est de la fonction rénale, c'est les gens qui ont
une sorte de maladie où les reins ne fonctionnent pas correctement, où ils sont à haut risque de progression à cause de haute pression, obésité, diabète. Ça les met à risque de progression. Alors, on essaie de maximiser et prolonger la fonction rénale. Même chose, partial versus radical. Alors, ça ralentit la progression. Le partial ralentit la progression mais les deux donnent une excellente contrôle des tumeurs. C'est pas clair encore si plus que 7 cm, ça serait la même chose. On attend encore les réponses basées sur les bases de données canadiennes. Mais en même temps, la néphrectomie partielle a un prix. Comme vous pouvez imaginer, retirer le rein, ça a tellement beaucoup de sang parce que ça nettoie. Il faut retirer le rein. On est au risque de saignement. Oui, on voit ces complications dans le partial. Alors, 1 sur 50, 1 sur 100 patients, on a besoin d'une intervention. Après la chirurgie, peut-être ils ont une fuite pour laquelle ils ont besoin d'une intervention, mais quand on n'enlève pas tout le rein, on est capable de sauver pour l'insuffisance rénale terminale. Alors, quand on prend des décisions avec les patients et quand les patients doivent prendre une décision, que ça soit aller avec une partiale versus radicale, pour quelque chose qui dépend sur leurs objectifs et ce qui est important pour eux. Considération spéciale, et on doit le parler, je pense dans 5 à 10% des patients, on voit des tumeurs qui progressent dans le veine, le thrombus. Alors, le sang qui va du rein jusqu'au cœur. Des fois, le thrombus va dans le cœur, dépendamment de l'étendue. On les classifie comme étant comme planifiant la chirurgie de façon appropriée. C'est important qu'on planifie les chirurgies en prenant en considération la grosseur de la tumeur, l'étendue de la tumeur, du thrombus et les autres services nécessaires. Donc, si on a besoin d'un chirurgien hépatique, des fois on a besoin d'un chirurgien vasculaire. Des fois, si la tumeur va jusque dans le cœur, ça peut être un chirurgien cardiaque. Alors peut-être, on a besoin d'autres technologies, d'autres instruments pour trouver l'étendue du thrombus pendant la chirurgie. Et naturellement, si on retire, dans ce cas-là, on doit retirer tout sans rien laisser à l'arrière. Et définitivement, besoin d'expertise, de planification, d'expertise locale, aussi d'autres services qu'on a besoin pour ces tumeurs-là. Alors, encore une fois, on pose la question, est-ce qu'on a besoin d'enlever le système lymphatique avec les reins? Alors, je fais beaucoup d'autres chirurgies où il y a un rôle très défini pour retirer les ganglions. On appelle ça la racine du cancer. Alors, si le cancer est allé dans les racines, c'est facile à comprendre. Malheureusement, dans le cancer du rein, très souvent, les efforts ont été faits pour si on retire les ganglions qui sont proches des reins, est-ce que ça fait que les patients vivent plus longtemps? Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Alors, de façon routinière, s'il n'y a pas de ganglions, on ne le recommande pas, on ne doit pas les retirer les ganglions, mais s'il y a des ganglions qui ont grossi, on les retire en même temps pour savoir si le cancer a rentré dans le ganglion. Alors, si le cancer est dans le ganglion, après le rein, alors c'est un signe de mauvais pronostic. Même chose pour les glandes surrénales. Alors, les glandes surrénales, c'est un organe qui est directement par-dessus les reins. Ça fait beaucoup d'hormones très importantes pour la fonction quotidienne, le maintien du sel, la pression sanguine, les stéroïdes que ça produit. Notre compréhension du surrénal a changé. Avant, c'était considéré stade 3, mais dans la dernière édition, ça a été augmenté. Parce que ce qu'on sait, c'est que les gens
qui ont la surrénale, en fait, vont pas très bien. Alors, ça a été augmenté à stade 4. Alors, si c'est directement inclus, contigu au cancer ou s'il y a une lésion ailleurs dans le rein, et il y a de l'espace entre la tumeur et la surrénale, et on voit une autre petite tumeur dans le surrénal, c'est un vraiment mauvais prognostic. Alors, comme j'ai parlé néphrectomie partielle ou radicale, on a toujours une période de monitoring et on les traite basés sur leur stade. Donc, le plus bas le stade, on les observe moins souvent. Plus haut stade, on les observe plus souvent. Et si jamais la tumeur revient, on va vérifier et on va présenter les options pour les traitements systémiques. Alors, 30% des patients vont avoir une récurrence au total. Et ça fait du sens au lieu de traiter qu'on veut définir leur profil de risque, haut risque, bas risque et les gens à bas risque, juste observer les gens à haut risque s'ils peuvent avoir une sorte de traitement qui pourrait aider à prévenir la récurrence. Alors, il y a différents modèles, dépendamment pour stade 1, le risque sur 5 ans, c'est moins de 10%. Stade 2, c'est à peu près 20 à 30%. Et stade 3, 4, c'est 30 à 40%. Alors, ça, c'est une diapo très chargée, mais ça, c'est la stratification du risque basée sur le stade du cancer et aussi de quoi a l'air le suivi basé sur l'association, les protocoles, les lignes directrices. Ici, pour déterminer le risque de récurrence, et la plus courante a été développée par la clinique Mayo. Alors, c'est Leibovitch, on regarde le stade, la nécrose tumorale, et on met tous les chiffres, et là, ça vous donne un chiffre qui vous donne c'est quoi le risque de récidive. Aussi, il y en a un autre qui regarde le stade, la nécrose, ça c'est S-sign, et ça aide à définir les patients qui ont une maladie plus agressive et les hautes chances de récurrence. L'autre qui est utilisé, c'est UISS, qui a été développé à UCLA. On utilise le stade, le ECOG et le grade nucléotide, et ça donne un change bas, médium et haut risque de récurrence. Alors, je vais vous donner 2 exemples, juste pour montrer comment on traite différents patients. Par exemple, ça, c'est une femme de 60 ans, bon statut de performance. On a trouvé de façon accidentelle actuelle, aucune métastase, les prises de sang normales, chirurgie, retirer la tumeur, stade 2, sel clair, grade 3, aucune nécrose, aucun autre problème, les marges étaient claires, alors stade 2. De l'autre côté, il y avait un autre homme, 55, fumeur, bon statut de performance, un peu d'hypertension, présentation symptomatique de douleur abdominale, du sang dans l'urine, grosse tumeur dans le rein qui va aussi dans une veine. Alors, aucune preuve de tumeur à l'extérieur. Alors, lui aussi, thrombectomie. Alors, lui, c'était stade 4. Alors, ça rentrait dans la surrénale. Il y avait de la nécrose, il y avait des mauvais signes, stade 4, mais les marges négatives. Alors, ça serait un cancer de stade 4. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ces 2 étaient traités en observance. On observerait, peut-être pas aussi fréquemment pour le stade 2, mais imagerie, prise de sang tous les 3 à 6 mois. Et si on rentre tous les scores de risque qu'on discutait, ça nous donne une idée sur le premier patient, le risque de récurrence dans 5 ans, c'est à peu près 70 à 80%. Mais pour le deuxième patient, c'est très bas, comme vous pouvez voir. Alors, il y a une grosse différence de prognostic. Les 2 patients jusqu'à maintenant étaient sur de l'observation. On attendait que le cancer revienne et ensuite on faisait quelque chose.
Alors, je pense que ça montre, puis c'est très important, le besoin non comblé des thérapies adjuvantes efficaces. Ce qui veut dire que quand la tumeur est retirée, est-ce qu'on peut faire quelque chose, un traitement, un médicament pour prévenir le retour de cette tumeur? Et sur ce, je vais laisser mon collègue Dr Moulani. Merci beaucoup pour votre patience et votre écoute. Est-ce qu'on peut prendre les questions? Alors, très heureux de prendre les questions. En fait, je vais commencer. Oui, première question. Je vous ai posé la question dans un email sur l'ablation dans un traitement et ensuite le traitement adjuvant. Ou est-ce que ça doit être une chirurgie? Oui, excellent point. Alors, les essais qui ont été publiés, tous ont eu un traitement chirurgical quelconque. Je veux aussi mentionner que certains de ces patients-là, par exemple, quelqu'un qui avait une tumeur dans le rein, mais aussi dans le poumon, de façon isolée. Dans les essais, ils ont fait chirurgie et ablation d'un nodule s'ils étaient isolés et ensuite considérés pour les essais. Et je pense que Dr Moulani peut me corriger si j'ai mal, mais je pense que les essais n'ont pas permis juste les ablations avant l'adjuvant. Pourquoi? Parce que l'ablation seulement ne définit pas le stade. Alors, par exemple, si l'ablation c'est fait pour des tumeurs de 3 à 4 cm, pas plus que ça, et 3 à 4 cm par définition, ça serait stade 1. Sauf si on les retire et on voit s'il y a une invasion dans le système sanguin. Alors là, il serait stade 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Dr Bansal pour ce qui est de la chirurgie ou quelque chose d'autre comme ça avant de continuer? Je dois vous dire, j'ai appris 3 choses et ça fait quelques années que je suis dans la business. Oui, ça c'est mon travail. Alors merci beaucoup, merci tout le monde. Ok, super. Merci d'être là un lundi. Merci à toute l'équipe, Christine et toute l'association d'aider à défendre les droits des gens avec le cancer du rein. Je pense qu'on est très chanceux dans le monde d'avoir les interactions qu'on a et on présume que c'est pareil partout. On voit le travail sur le cancer du sein. Puis le plus gros cancer j'ai eu, c'est la prostate. Mais tous les gens dans le cancer du rein, on doit avoir beaucoup de crédit. Tous les gens qui écoutent. Euh, alors, je veux juste dire un gros merci parce que c'est très important pour nous dans les cliniques où on peut dire oui. Et il y a un groupe de défense des droits. Je pense que les patients gagnent à entendre ça. Alors, je vais me présenter. Je suis un oncologue médical au German Sea Cancer Center. Je suis chef de service. Je fais beaucoup d'autres de recherches. J'essaie de comprendre la découverte du cancer et des médicaments. Alors, je prends le bâton ici parce qu'on n'existait pas avant en tant que oncologue médical dans le monde pas chirurgical. Alors, de qui on est, c'est quoi notre rôle et pourquoi les patients nous rencontrent. Et je pense que il y a des très bons processus ici à Hamilton pour les patients qui n'existent pas partout. Alors, ça, c'est mes intérêts. Je travaille avec beaucoup de compagnies, aucune qui sont directement biaisées ou qui ont un input direct dans mes diapos. Alors, des définitions ici. Des fois, on est tellement habitué d'utiliser du langage que je veux juste m'assurer que dans la clinique, on parle aux patients de façon qu'ils comprennent parce que il y a beaucoup de niveaux d'éducation. Il y a des gens qui Google cancer du rein Canada peuvent aider. Quand on dit cancer du rein, mais on veut souvent dire ARCC ou carcinome de la cellule rénale. Et comme vous savez, traitement adjuvant, c'est un traitement qu'on fait après la chirurgie. On parle d'ablation, mais généralement, c'est un principe de cancer. On retire un cancer du poumon, cancer du rein, qu'est-ce qu'on fait après? Thérapie métastatique, c'est un traitement pour un cancer qui est revenu après qu'il a été retiré ou qui s'est étendu. Et c'est un traitement systémique, mais c'est un contexte différent. Je vais parler de ça aujourd'hui. Et ce que j'appelle IO
où vous allez entendre immunothérapie IO, c'est un traitement IV, c'est pas de la chimio. Et ensuite TKI, euh, alors c'est une thérapie ciblée, c'est des traitements oraux, pas une chimio, mais c'est des pilules ciblées qui aident avec Alors si j'utilise le jargon, j'espère que ça va faire du sens. Alors, je vais vous parler un peu de mon voyage, comment je suis arrivé ici, et j'aime dire, mon père et ma mère, en fait, est venue d'Afrique de l'Est. Moi, je suis né à Vancouver. Rien d'excitant là. Je suis allé à Queens parce que j'aime la biologie, la chimie. Puis ils avaient le meilleur programme de biochimie. Et ensuite, ça m'a amené dans différents endroits. J'ai fait ma médecine interne dans la très chaude Winnipeg. Nos entrevues étaient en février. Alors, j'étais un joueur de hockey quand j'étais jeune. Alors, jouer dans les Forks dehors, mais j'ai appris. Euh, alors, lui et moi ont été ignorés à Winnipeg. J'ai fait mon oncologie médicale à Cross Cancer Institute, puis ensuite je suis arrivé à Boston, Dana-Farber, où j'ai fait mon fellowship, où j'ai spécialisé dans les reins avec Danny Schwery. Une chose, j'ai vu beaucoup. Euh, Même si j'étais très junior comparé à mes collègues, mais je pense qu'on voit beaucoup. Un des avantages, c'est qu'on voit différents systèmes, comment les gens travaillent. Je pense que pour nous, maintenant, on est des mentors. Alors, tu sais, on bâtit des groupes de mentors. Alors, je peux parler à plusieurs personnes avec des questions. J'ai vu des choses au-dessus et en dessous. J'ai vu comment le Canada fonctionne, comment les États-Unis fonctionnent. Et à travers, une des raisons de venir avec Master, c'était Dr. Kapoor. Je voulais m'assurer que quand je venais, que je voulais traiter les cancers. Il y avait les cancers et il n'y avait pas de meilleur partenaire avec qui travailler. Alors, c'est pas juste moi, docteur Bansal et tellement d'autres qui ont été touchés par lui. Alors, je pense qu'il faut maintenir la haute barre à McMaster que Dr. Kapoor a mené pendant des décennies. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire et certainement un grand merci à lui. Alors, les premières diapos, c'est sur le développement de médicaments. Alors, alors, beaucoup de gens pensent, j'ai eu la chirurgie, pourquoi on parle de médicaments? Alors, il faut définir. Comment. Alors, ça, c'est la médecine de cancer en général. Comment on peut utiliser les médicaments dans le soin en cancérologie? Alors, on peut donner des traitements avant la chirurgie. Ça, c'est néoadjuvant. Quelque chose qui va aider à une bonne chirurgie. Où on peut faire ce qu'on discute aujourd'hui, chirurgie et ensuite traitement. Ça, c'est adjuvant. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est donner un traitement qu'on donne si le cancer s'étend. On a plusieurs lignes. On est chanceux dans le cancer du rein, dans notre boîte à outils. Alors, c'est comme ça que les médecins pensent quand ils pensent à pas juste utiliser le couteau. Alors, comment est-ce qu'on développe ça? Puis c'est comme ça que ça marche ici. Parce que les patients qui ont eu un stade 4 ou un cancer étendu, historiquement, ont plus de difficultés. Le développement de médicaments commence ici. C'est les plus frêles. On veut s'assurer qu'on aide ces patients-là en premier. Puis généralement, vous allez voir des résultats pour ça. Alors, on commence avec des traitements. Ensuite, on voit que c'est utile. Alors, c'est immunothérapie. Alors, on se dit, ben, regardons après la chirurgie parce que ça arrête. Est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, on l'étudie ensuite chez les patients où ça ne s'est pas étendu, mais ils ont eu une chirurgie. Et ensuite, on dit, ben, si ça fonctionnait ici, essayons-le ici. Alors, pour vous, vous pouvez voir, ça, c'est ce qu'on est en train de penser pour le cancer du rein. On a l'immunothérapie qui a fonctionné ici. Maintenant, on trouve des traitements qui fonctionnent ici. Et maintenant, certains d'entre nous qui font des protocoles pour les prochains essais, on veut comprendre est-ce qu'on peut donner des traitements avant la chirurgie. C'est ça qu'on essaie de faire si on fait en 2027, 2028, 2030 même. Ça va être les traitements avant la chirurgie. Alors, cela étant dit, ça, c'est ce qui existe pour les patients avec un cancer du rein. Alors, seulement cancer du rein qui, malheureusement, se sont étendus. Et je ne vais pas parler de tout ça, mais il y a un air où il y a l'immunothérapie très vieille.
Ensuite, on a appris que les pilules ciblées fonctionnent et ensuite, on a trouvé que l'immunothérapie, alors un médicament ou deux médicaments fonctionnent. Alors ça, c'est où on est pour les stades de cancer du rein. Alors, on sait ce qui va arriver. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant après la chirurgie? Alors, pour la thérapie adjuvante, on veut prendre les médicaments aux gens qui ont eu une chirurgie. Alors, comment on fait ça? Est-ce qu'on fait juste exposer 1 million de patients aux médicaments après la chirurgie? Non, on y pense. Alors, on pense, OK, on va avoir beaucoup de patients. Alors, chirurgien, docteur Bansal, ça va être une cure. Ils vont bien faire peu importe ce qui arrive. Ensuite, il va y avoir des patients qui, malheureusement, même si on a retiré le cancer, on a entendu s'il est rentré dans une veine, il est rentré dans le cœur, c'est pas bon. Même si on a retiré une partie, ça, c'est des patients où on se dit, ben, on l'a tout retiré, mais il y a peut-être quelque chose qu'on voit pas qui est encore là. Alors, certains de ces patients-là, peu importe ce qu'on leur donne, le cancer va être résistant. Alors, ça, on ne le sait pas encore dans le cancer du rein, on l'étudie. Mais entre les deux, il y a des patients où ça a été retiré, peut-être pas une cure, mais même pas guéri, mais le cancer va être très sensible. On va être capable de le contrôler avec une thérapie après la chirurgie. Ça, c'est le scénario idéal. Il faut trouver ces gens-là, leur donner le bon traitement pour les aider à être guéris. Alors, qu'est-ce qui est un défi? Alors, on dit, ça, c'est le carcinome de cellules rénales. Ça, c'est la cellule claire, c'est le plus courant. Alors, il n'y a pas de pathologiste dans... Alors, je vais rendre ça très simple. On regarde les cellules. Ça avait l'air clair, certains éléments de la cellule. Alors, ils ont appelé ça cellule claire. Et là, il y en a plein d'autres. Alors, c'est des cancers, mais ça fait pas du sens, donc ils appelaient ça non clair. Ma recherche, c'est d'aller dans les détails ici. Alors maintenant, on appelle ça variant, pas juste non clair. Donc, il y a différentes variantes. Il y a plusieurs enfants de la famille, ils agissent tous différemment. Alors, c'est pour ça que quand vous avez une biopsie pré-chirurgie ou une chirurgie, l'urologue va regarder les détails de c'est quoi le cancer qu'on a retiré puis quelle sorte de cellules. La biologie est roi et les traitements sont reines. C'est la meilleure façon de le dire. Alors, la biologie va vraiment pousser comment l'expérience, mais les traitements doivent être ciblés. Quand on développe des médicaments, on doit comprendre, OK, tous les essais vont être pour ces gens-là, mais qu'est-ce qui arrive aux gens qui ont des types rares? C'est ce qui me tient réveillé ou la fin de semaine. Comment est-ce qu'on fait mieux? Beaucoup d'entre nous pensent à ça. L'urologue va regarder après la chirurgie et essayer de comprendre quelle sorte de cellule c'est. Alors, ça, c'est l'adjuvant et comment ça fonctionne. Alors, par exemple, voici 30 ans de travail et 2 prix Nobel et je vais le mettre en 60 secondes pour le cancer du rein. Alors, notre corps a des cellules immunitaires qui chassent les choses qui ne sont pas toi et qui essaient de te faire mal. Peut-être c'est COVID, peut-être c'est une cellule cancéreuse. Alors, quand il y a une cellule de cancer du rein dans le corps, le, 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 le défenseur, je ne sais pas si ça existe encore des défenseurs de quartier, mais bon, eux, ils conduisent un peu partout. OK, ben je vois quelque chose qui n'a pas l'air normal, qui n'a pas l'air de moi, et ils envoient un signal à la centrale pour dire, OK, il faut envoyer des cellules immunologiques parce qu'on trouve ces choses-là. Ça n'a pas l'air bien, c'est du cancer. Alors, les cellules deviennent actives, rentrent dans l'auto, descendent la route, trouvent, infiltrent la tumeur et vont reconnaître la tumeur et la tuent. Ça, c'est tes cellules immunitaires. Alors, clairement, on ne veut pas que ça arrive tout le temps. On veut que ça fonctionne, mais pas tout le temps. Comme ça, notre corps a des points d'arrêt pour dire, OK, c'est assez. OK, le système est actif. On a géré le parasite, on a géré le feu, on peut arrêter. Mais dans le cancer, on ne veut pas ces arrêts-là. On veut que tout soit à 100. Fait qu'on peut donner des traitements qui, par exemple, ici en bas à droite, qui peuvent enlever parce que le cancer essaie de se cacher. Alors, c'est ça que certains, comme le Pembro ou le Niveau, ils enlèvent la couverte de par-dessus les cellules cancéreuses. Puis là, peut-être des médicaments qui peuvent augmenter la quantité, comme le Tremelimumab ou les gens qui essaient de te faire conduire dans la bonne direction. Alors, alors, les gens ont fait des dizaines d'années de travail pour ça
Et ils ont fait leur carrière là-dessus, des prix Nobel, mais c'est ça qu'on essaie de faire en cancer du rein ici, en gros. Alors, je vous ai montré des pilules orales, thérapie ciblée. Des gens bien avant moi ont dit, ben, donnons aux gens qui ont une chirurgie pour le cancer du rein, donnons-leur des pilules pour voir si ça réduit le risque de la récurrence du cancer. Et ici à droite, c'est si le résultat, quand ils ont fait leurs examens, ils ont fait que ça c'est survie. Alors, un médicament a peut-être retardé. Alors, les pilules orales n'ont pas été utiles. Ça a été important de vérifier, mais c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas. Alors, la question est devenue, quand on a développé l'immunothérapie, OK, ben, les gens peuvent développer les médicaments. Alors, OK, on a trouvé l'immunothérapie, on sait que ça fonctionne dans le stade 4. Faisons-le maintenant après la chirurgie. Alors, beaucoup de compagnies ont dit, ben, donnons le médicament. Alors, atezolizumab ou Pembro, différentes compagnies, différents essais, tous des compétiteurs, ils essaient tous de trouver si on peut aider. Il y a un qui ont dit donnons un petit peu d'immunothérapie avant et après. Et il y a beaucoup de ces essais-là. Alors tout ça, regardez combien de personnes ont été rentrées dans les études pour mieux comprendre. Alors, on va regarder une étude et je vais en parler de tous, mais je vais juste donner alors, Keynote 564, on l'a eu à notre site. Alors, on a parlé aux gens, on a parlé du médicament. C'était une étude ouverte, on a mis les patients, on a fini le recrutement et les données ont été publiées à cause des patients à Hamilton qui ont eu de la foi en leur oncologue qui a dit, garde, ça c'est un essai qui m'intéresse. De façon volontaire, bien sûr, mais ils nous donnent beaucoup de leur foi et ça aide vraiment à bouger. Alors, ils ont pris des patients. Vous avez entendu le Dr Bansal basé sur le stade T, le prognostic. Certains ont eu des patients avec un cancer étendu, mais qui ont tous eu une chirurgie. Ils ont soit eu 1 an de placebo, que moi je ne sais pas en tant qu'investigateur, ou de l'immunothérapie. C'est un essai, c'est une expérimentation, on doit savoir. Et donc, vous pensez jamais arriver un lundi et voir des graphiques comme ça, mais vous allez tous devenir des spécialistes. Alors, c'était quoi les résultats? Alors, le résultat, c'est on regardait la survie sans maladie. Alors, c'est le temps où on retarde le cancer qui revient, mais après la chirurgie, le nombre de morts sont assez bas. Alors, c'est vraiment plus le retour du cancer. Alors, il y a deux lignes. Alors, au début, tout le monde va bien. Ensuite, il y a des gens qui vont pas bien. Alors, la courbe du bas, ça, c'est les patients qui ont juste eu la chirurgie et le placebo. Et à 2 ans, 2 tiers vont bien. Alors, ça vous dit à quel point c'est bon avec la chirurgie. Mais si on peut aider les gens à faire 10% mieux, alors au moins d'avoir 2 tiers, on a 3 quarts qui vont bien, ils sont vivants. Est-ce que ça vaut la peine? Et ça, c'est l'intervention, le Pembro. Et ils l'ont mise à jour 6 mois plus tard, un peu trop tôt, selon moi, mais la magnitude du bienfait entre juste chirurgie versus chirurgie plus 1 an d'immuno, on voit la différence. Je n'essaie pas de vous convaincre, vous voyez une différence entre ces patients-là. Alors, ça montre que c'est une thérapie qui aide à retarder la chance du retour du cancer, approuvée par le FDA et finalement CADETH en 2022, ça c'est l'agence canadienne, non seulement une approbation, mais une recommandation de remboursement. Alors, il y a certains... Alors, cette diapo, je ne vais pas passer à travers en détail, mais c'est juste pour dire que parce qu'on y pense beaucoup, si on voit des patients puis on fait un bon travail, on s'assure que si les gens voient ça, on va essayer de comprendre de la pathologie, de l'échantillon, de dire est-ce que ce patient aurait été dans le intermédiaire au risque ou est-ce que c'est un spot, 2 spots, les deux ont été retirés? On essaye de trouver la magnitude de bienfait entre les différentes sortes. Les trois, ces patients-là ont une plus haute chance d'être vivants et de retarder le retour du cancer, et ça varie avec le temps. Mais peu importe, on voit que le médicament aide tous ces patients-là à vivre plus longtemps et au moins sans cancer.
Et on parle de la survie totale. Et il y a certaines choses dans la pathologie qu'on regarde. Alors, les choses qui ne sont pas bonnes, les choses qui sont... Alors, les problèmes sarcomateux. Et c'est ça qu'on regarde, qu'on essaie de comprendre. Et on voit les patients qui ont ce genre de choses-là. Mais en fait, on voit que tous ces patients-là semblent bénéficier. Alors, une des choses qu'on ne peut pas dire, et personne ne le sait, personne dans le monde le sait, c'est si ce traitement-là aide à te faire vivre plus longtemps. On sait qu'il va revenir, mais on ne le sait pas encore. Mais on regarde ces courbes-là, peut-être sont un petit peu séparées, mais c'est trop tôt pour savoir. Le suivi va être 30 mois, et comme vous avez entendu, les gens qui ont une chirurgie vont en fait vivre pendant longtemps. Alors, pour tester cette expérimentation, il faut suivre les gens dans 5-6 ans et voir est-ce que ça a été utile pour votre durée de vie. Mais ce qu'on sait, c'est que la chance de retarder le cancer est meilleure. Si vous êtes dans ces groupes-là, si vous avez reçu un traitement. Alors ça, c'est un essai, un test, un bon succès. Alors là, il y a d'autres gens qui vont le tester avec d'autres médicaments pour voir si ça marche. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on prend du temps avec les patients parce qu'il faut dire, on est très enthousiaste. Il y a un médicament qui est approuvé par Santé Canada qu'on peut donner aux humains en Ontario, qui est payé par le gouvernement pour les gens qui ont plus que 65 ans. Et on trouve des façons de l'avoir, peu importe, mais ça, c'est excitant. Ça, c'est cette partie. Ce qu'on ne sait pas, c'est les médicaments cousins, comme un autre médicament similaire, un peu difficile. Alors, aucun de ça a été répété. Il faut être honnête et dire d'autres essais ont peu les mêmes résultats. Parce que c'est bien d'avoir plein d'essais qui donnent la même chose parce que ça nous donne plein d'options. C'est juste pour dire qu'un médicament a eu du succès ici. C'est pour ça que le gouvernement et Santé Canada l'ont approuvé, l'ont remboursé au Canada. Alors ça, c'est ce que nous, on fait tous les jours. Dr. Bansal et moi ont un pattern de référencement très clair. Je vais vous montrer comment ça marche, mais des fois, c'est dur pour les médecins de comprendre. Mais on a eu une réunion en octobre l'année dernière et je dois dire, ça a été probablement le dernier papier que j'ai écrit avec Dr. Cupboard, qui était le lead à l'époque. Alors, j'ai été au premier plan, très chanceux, mais c'était un consensus que tous les experts qui traitons les cancers du rein, on est venus ensemble et il fallait trouver un peu où est-ce qu'on met les données. Alors, juste dire que pour les médecins, c'est pas quelque chose qu'on veut que les patients s'inquiètent, mais c'est pour aider à éduquer tous les chirurgiens, oncologues médicaux, et ça a été utilisé à travers le monde. Comment est-ce qu'on approche ce jeu-là maintenant que les choses changent? Parce que avant, c'était juste la chirurgie puis l'observation. Alors, on pense de toutes ces choses-là pour te rassurer. Tes médecins pensent, hey, ça réduit, ça améliore la chance d'être sans cancer. C'est qui les patients qui vont bénéficier? Est-ce que ça aide à ce qu'ils vivent plus longtemps? Ça, on attend toujours. C'est encore une boîte ouverte. Et ensuite, on va parler de la sécurité. Il y a vraiment des améliorations, mais il y a une chance d'effets secondaires si le système immunitaire est surexcité. C'est quoi les chances de ça? C'est quoi les chances que je vais avoir besoin de stéroïdes pour calmer le jeu? Et on doit passer à travers ça pour s'assurer que c'est sécuritaire pour les patients. Et même les gens qui ont des stéroïdes vont bien faire post-chirurgie. Alors, c'est vraiment pour renforcer. Je veux parler au KCC, tous nos donneurs généreux, les patients, leurs familles, qui sont généreux et donnent. C'est juste pour dire que le cancer du rein, je pense, un gros exemple, quand on fait juste ça et qu'on travaille ensemble, ça vraiment, ça pousse l'aiguille. Alors, on a les urologues, ils vont te donner le diagnostic, vont parler de tout ça, vont parler de chirurgie, de traitement, et je pense qu'on a une super relation pour s'assurer que les patients ont un suivi. C'est généralement le point d'entrée. Ils vont initier la référence à quelqu'un comme moi.
oncologue médical, on pense que le PCF va bénéficier d'entendre les traitements et on peut aussi utiliser des fois quand c'est métastatique, mais aussi quand c'est où est-ce que le cancer peut bénéficier de radiation. On a un expert ici avec qui on travaille qui ne fait que du cancer du rein. Alors c'est bien de travailler avec des gens avec qui on peut vraiment aider nos patients à travers le spectrum. Alors c'est comme ça que ça marche dans la réalité. Si vous, votre ami, famille ont une chirurgie, les gens vont rencontrer l'urologue, avoir la chirurgie. À l'intérieur de 3 mois, il y a une référence. On a un processus très clair ici à Hamilton pour qu'ils voient un oncologue médical comme nous et ensuite on va décider sur le traitement et ils vont pouvoir avoir un suivi. La chose qu'on a établie qui est très bien avec Dr Bansal, c'est de dire la chirurgie est faite, la pathologie est d'accord, la référence s'en va à quelqu'un comme moi et on coordonne déjà les les scans de suivi. Juste, tu sais, parce que peut-être qu'on va vouloir pas faire un traitement IV, mais quand même faire un suivi. La porte n'est pas fermée pour ces gens-là. On continue d'observer de façon proche et on s'assure qu'il n'y a rien qui est manqué. Alors, je vais prendre une pause ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour les patients avec un cancer du rein? Je pense que beaucoup de gens essaient de travailler pour, dès la minute qu'on rencontre quelqu'un comme moi, à Saint-Joseph ou Juravinski et à l'intérieur de Hamilton, on a plusieurs corporations, Hamilton Health Sciences, Saint Joe, plusieurs gens dans le réseau. L'équipe vont souvent discuter votre cas par un tumor board avec protection adéquate de votre information personnelle, mais c'est tout basé, ça s'appelle des conférences multidisciplinaires, on s'assoit ensemble. Alors demain, on en a un en fait de 4h30 à 5h30. Comme ça, les gens comme moi, je vais être cher et Dr Bansal va être là. Il va donner la voix des urologues. Il va aussi médecin en radiologie et des pathologistes. Alors ça, c'est les gens sérieux qui ont à cœur le cancer du rein. Si vous avez un traitement localisé, vous allez entendre parler de chirurgie, peut-être d'autres traitements qui peuvent aider à contrôler. Et juste mentionner qu'il y a des médicaments comme l'immunothérapie qui peuvent aider à garder le contrôle et c'est ça qui est l'adjuvant. C'est là pour le cancer du poumon, cancer du côlon, cancer du sein. On a des options maintenant, cancer du rein. Et poser des questions sur les essais. Je pense que KCC fait un très bon travail de dire parlez à votre médecin, demandez des questions. Hamilton est un leader dans les essais. Il y a aussi le système d'information sur le cancer du rein. Il y a tellement d'entrées de données pour les patients. Pourquoi c'est tellement un défi? C'est parce qu'on est un des leaders à travers le pays. Et je pense que Toronto s'en vient bien, mais on est un des leaders dans les patients qui se sont enregistrés à travers notre base de données. Puis on publie beaucoup d'informations. C'est anonyme, bien sûr, mais ça nous aide à comprendre comment appliquer ça. Et ça pousse l'aiguille dans la bonne direction. On est un groupe très intégré et on adore traiter le cancer du rein et merci de m'avoir donné du temps. Merci de m'avoir écouté. OK. Alors, il a fait un excellent travail parce que j'ai aussi appris plein de choses. Alors, j'ai hâte de l'avoir sur le site web dans nos pauses café. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? C'est de la grosse information à prendre, mais vraiment excellent travail. J'ai quelques questions ici. Oui, merci. Comme Christine a dit, on écoute ces séances depuis des années, on apprend encore beaucoup et j'aime comment tu présentes les choses. La question que j'aurais, c'est quoi le régime pour le traitement adjuvant? Alors, à quelle fréquence? Combien de temps? Est-ce que vous le faites sur plusieurs années? Oui, super question. Alors, une chose qu'on doit clarifier. Alors, on le dit aux patients directement. Alors, la façon qu'on décide sur les régimes, c'est basé sur l'essai clinique et donc une recette qui est créée des années d'avance avant que ça soit approuvé. Alors, l'approbation est basée sur cet essai-là et je le montre ici. Alors, le Pembro ici est donné tous les 3 semaines pendant 1 an. Alors, on a des façons de
comment de le donner à toutes les 6 semaines. Ça veut dire une double dose pour 6 semaines. Au lieu de une fois aux 3 semaines, vous pouvez venir une fois aux 6 semaines. Alors, l'essai n'a pas été fait pour regarder ça, puis il y a des problèmes de sécurité. Alors, on va parler aux patients, de savoir est-ce qu'on pense qu'ils devraient ou... Mais, en gros, généralement, c'est comme ça et c'est 1 an de traitement. Alors, pour certains patients, naturellement, il y a de la nervosité. Wow, qu'est-ce que ça veut dire avoir des traitements IV? Ils vont à une suite qui s'appelle la suite de chimio et j'ai essayé de les faire renommer, mais ils vont pas l'appeler la suite d'immunothérapie, mais ils reçoivent pas de la chimio. Alors ça, c'est une chose. Quand ils le reçoivent, ils pensent, ah, je reçois de l'immunothérapie et c'est différent. Et c'est différent aux patients qui reçoivent de la chimio, puis c'est ça le point de l'immunothérapie. Mais pour répondre à la question, c'est tous les 3 semaines et on ne demande pas à ce qu'ils viennent à toutes les 3 semaines pour voir un médecin. Parce que des fois, l'équipe de pharmacie, les infirmiers, infirmières peuvent voir les prises de sang. Et c'est faisable parce que généralement, ces patients-là ont eu une chirurgie à succès et ils vivent leur vie. Alors, tout pour sauver une visite aide. Mais généralement, c'est 1 an à toutes les 3 semaines. Ça, c'est le cocktail, si on veut. Et des fois, on peut doubler aux 6 semaines qui limite le nombre d'IV. Alors, c'est une intraveineuse. Alors, c'est comme les intraveineuses. Vous recevez le traitement intraveineux. Une fois que le traitement est fini, on l'enlève, on vit leur vie, puis on nous oublie jusqu'à temps qu'on revienne. Alors, ça n'a pas besoin d'un port ou un PICC line ou rien comme ça. Est-ce que vous pouvez parler des protocoles ou des règlements, si on veut, sur la qualification aux adjuvants? Parce que dans ma situation, alors, je suis allé pour une néphrectomie radicale, bilatérale, et ensuite, j'ai eu des métastases au ganglion et au poumon, et le traitement adjuvant n'a pas été offert. Pouvez-vous parler de ça? Oui, alors pour ce qui est de la ligne de temps, vous savez, c'est un excellent point. Alors, on pense que les gens, il y a 5 ans, ils auraient adoré ça, mais c'est juste parce que éthiquement, on ne peut pas avoir ces conversations tant que c'est pas approuvé. Mais vous le savez, mais alors, tu sais, quand on pose les questions, pourquoi moi j'ai pas eu ça, c'est juste pour dire que ici à droite, ça n'a même pas été approuvé au Canada avant 2022. Alors, pour ce qui est de quel patient est éligible, et c'est là qu'on a les relations avec les urologues qui font un bon travail. Alors, il faut d'abord avoir un cancer qui a été complètement retiré. Alors, généralement, cellule claire, ça c'est la plupart des gens. Si les gens ont PT2 et comme grade 4 ou sarcomatoïde ou grade 3 ou PT3 ou PT4 ou PT2 ou plus. Et les gens qui sont très intéressants ici, et Tony Shorey, avec qui j'ai travaillé dans les États-Unis, je lui ai posé la question pendant qu'il faisait ça, c'est les gens qui ont eu un cancer du rein, mais aussi qui ont eu des nodules qui pouvaient être retirés. Alors, les 2 parties retirées, ça, c'est des situations où on pensait que le cancer était retiré. Peut-être qu'il y a des endroits où il ne pouvait pas être retiré. Par exemple, dans le rein, on l'a retiré, mais l'os ne pouvait pas. Ou il y a eu de la radiation, c'est pas tout le monde qui peut avoir de la chirurgie. Des fois, le cancer revient des années plus tard et ensuite retiré. Mais ça, c'est pas dans le 12 mois. Alors, il y a certaines règles ici, mais on travaille ensemble, puis rien de ça est en isolation, c'est pas nouveau. Alors, on en parle, on s'assure que tous nos patients qui ont eu une chirurgie s'assurent qu'ils sont référés. Mais c'est comme ça en 2023, si vous avez eu une chirurgie, ça a été retiré. Et je veux pas spéculer sur votre cas, sauf dire que pour les patients qui ont eu ça a été traité dans le passé et qui ont bien fait, heureusement, avant le traitement adjuvant. Si le cancer revient, les médecins vont penser à radiation, ablation, et là, référence pour un traitement systémique. Alors, c'est juste un horizon que les gens, après la chirurgie, il y a beaucoup d'outils aussi que j'ai pas discuté aujourd'hui.
OK, merci beaucoup à vous deux pour vos présentations. Je vais rentrer la vision de l'Ouest. Je pense que vous ai parlé ici. Alors, malheureusement, au Canada, quand on utilise le mot Canada, je pense qu'on a des systèmes provinciaux. Et ma femme, qui est décédée, je vous ai mentionné, la sœur de Duncan, mon épouse, est morte l'année dernière, mais elle a eu des tumeurs péteux 8 cm à Calgary en mai 2013. On l'a envoyé à la maison, néphrectomie radicale totale et aucune tumeur trouvée ailleurs. Et ensuite, suivi, observé. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, ça me fait sentir bien qu'il y a d'autres options adjuvantes parce que elle, dans sa vie, 9 ans avant ça, a eu un cancer du sein. Et en tant qu'infirmière en oncologie, elle travaillait à UC et Tom Baker. Et je crois que quand elle a eu la tumeur retirée, il y a comme des cloches qui sont parties parce qu'il n'y avait pas le même. Tu sais, voici la radiation, voici la chimio, voici le tamoxifène pour 5 ans. Il y avait comme un plan après le cancer du sein pour s'assurer que ça ne revienne pas. Alors, ce que j'entends maintenant, c'est que c'est l'option et il y a plus d'options. La seule chose que je rajouterais, c'est que ce soit Dr. Kronenberger, BC Cancer Agency, et je pense que lui a le programme PA. On avait Dr. Danny Haig à Tom Baker et Cross, où toi tu es. Et est-ce que c'est à travers le Canada ou c'est de façon régionale? Excellente question. Alors, d'abord, merci d'avoir partagé au sujet de ton épouse. Et ça. Et on pense beaucoup aux patients qui, juste à cause du temps, ne pouvaient pas avoir les traitements adjuvants et on y pense beaucoup. Alors, très brièvement, quand il y a des données comme cet essai-là, alors je m'en vais à Madrid pour une conférence, il va y avoir des données, on voit ces diapos-là, on devient très excité. Les compagnies qui ont commandité ça, ou c'est un essai initié par un investigateur, ils vont le soumettre et ils disent, on pense que ça devrait être disponible dans le pays. Et donc, pour Santé Canada, l'approbation. Et là, Cardiff va venir, ils vont dire, OK, voici, on doit le regarder. Ça a été approuvé par Santé Canada pour administration. Mais est-ce que nous, on pense que ça rencontre les standards qu'on devrait dire aux provinces de rembourser? Mais en gros, c'est le processus. Alors, Cardiff, quand il y a des recommandations en septembre 2022, c'est vrai, chaque province, mais heureusement, c'est pas toutes les provinces qui le font. Tu sais, chaque province qui négocie, puis ça serait beaucoup de travail. Alors, sans le simplifier trop, les autorités provinciales peuvent venir ensemble négocier, puis voici ce qu'il faut qu'il arrive pour que ça arrive. Et toutes ces étapes-là sont passées. Et je pense que le Canada Atlantique sont on board. Parce que c'est vrai, il y a certains endroits ça prend plus de temps, mais en gros, traitement pas chirurgie, ça devrait être utilisé dans toutes les provinces en ce moment. Je vais dire que un bienfait qu'on a dans notre groupe parce qu'on travaille tellement ensemble, c'est que on n'a pas créé de barrières pour les patients. On a pris l'approche de dire si vous avez besoin de l'éligibilité basée sur cet essai-là et le gouvernement l'a approuvé, c'est remboursé, on veut que les patients en entendent parler. S'ils décident de le prendre, ça c'est une décision personnelle. La raison que je le mentionne, puis je veux pas commenter sur d'autres centres, mais certains centres ont décidé en tant que groupe qu'ils ne pensent pas que le bienfait est assez et le recommandent pas de façon générale pour les patients. Alors les patients en entendent pas parler. Je dis pas que je le sais pour un fait, mais je sais que ça existe dans d'autres provinces. Alors je pense que dans l'Ouest, c'est bien connu. Dr. Coensberg et d'autres. On va être dans la même ville dans 2 jours de toute façon. Alors c'est juste pour dire que les experts le savent. Notre vision à Hamilton, c'est que ce n'est pas notre travail de bloquer
à ce que les patients en entendent parler. Alors, ils doivent en entendre parler et ensuite doivent prendre une décision éclairée. Peut-être ça va être, tu sais, un patient dit oui, un autre patient dit non. Hey, docteur, merci, mais c'est pas ça que je veux. On l'accepte, ça. Je pense que notre approche, c'est que on ne voudrait pas bloquer un patient. J'apprécie ça. Merci. Je veux juste faire un suivi. Parce que Adjuvant n'était pas disponible il y a 10 ans, certainement. Inaudible. On peut voir qu'à travers vos essais, inaudible, ne parle pas au micro. Alors quand on fait Adjuvant, ça prend une ligne. Quand Nancy avait la sienne, il y avait une autre ligne. Oui, en fait, excellente question. Puis, alors, peut-être je n'ai pas montré l'algorithme, mais c'est dans mon énoncé. C'est une excellente question. Alors, docteur, si je prends ce traitement-là, comment est-ce que ça a un effet ou les outils que je pourrais prendre plus tard? Je peux te rassurer, c'est une excellente question. Si les patients reçoivent une thérapie adjuvante, ils le reçoivent pour 1 an, ils finissent et ils peuvent vivre, avoir une vie fonctionnelle et ils sont suivis par la suite. Si le cancer revient plus de 6 mois après la fin du traitement IV, l'horloge se remet à neuf. Donc, le Canada dit tous les outils redeviennent disponibles. Je pense que oui, moi je voudrais ça. Et surtout, si ça a été prouvé que ça aide le patient, je pense que beaucoup d'entre nous, surtout dans le langage en Ontario, on voulait que ça soit clair et disponible. Alors, très bon point. J'imagine pour ceux qui écoutent ça de la maison. Alors, si vous recevez votre traitement, vous le finissez de façon sécuritaire, il y a un endroit où on peut remettre l'horloge à zéro. La minuterie, pardon. Alors, vu que ça a été approuvé il y a juste 1 an, est-ce qu'il y a des essais ou des pensées à revisiter les patients qui ont eu la chirurgie avant que ça devienne disponible? Parce que je pense qu'on dit, on revient après 3 mois, puis ensuite on est réévalué. Qu'est-ce qui arrive si on a eu une chirurgie il y a 1 an? Est-ce que vous considéreriez, si le patient voulait? Alors, c'est une excellente question, parce que, encore une fois, certains patients vont avoir manqué l'approbation et tu sais, 12 semaines depuis la chirurgie. Et l'approbation, c'est semaine 16. Notre position à l'époque était, on faisait très attention. On pense que ça serait raisonnable à semaine 16 d'avoir le traitement. C'est juste qu'on pensait qu'en tant que médecin, on voulait faire un énoncé, même si Santé Canada. Et pour votre question, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, ça fait 1 an et demi, on est lié aux approbations, c'est 8 à 15 000 par mois. C'est généralement ce que c'est, là. Alors, dans un système payé par les taxes, ils veulent s'assurer que c'est approuvé. Il y a des problèmes auxquels je pense beaucoup en tant que médecin. Alors, je ne sais pas si vous voyez le bas d'ici, mais qu'est-ce qui arrive si un patient a une chirurgie pour un cancer du rein? Peut-être vous le voyez ici. Ils ont eu un rein retiré et il y a quelque chose qui est à mois 11 et on l'enlève. Alors, le temps à la néphrectomie, à l'ablation était 1 an. Techniquement, je considérerais ça ici et on remplirait ce critère. Alors ça, c'est pas quelqu'un qui a une chirurgie et qui est à la maison et fait rien. Ça, c'est quelqu'un où ça revient à l'intérieur d'1 an. La deuxième partie de ça, c'est la prochaine génération de l'essai, qui est probablement presque fermée, mais ça, on l'a recruté tellement rapidement. C'est Pembro plus ou moins Belfitizinib, qui est un autre oral qui permet le 1 an à 2 ans à avoir une néphrectomie. Le cancer revient dans 23 mois
Et ça, il y a eu une ablation, on pouvait rentrer. Alors, on pense à élargir tout ça, mais je n'ai pas de réponse excitante pour les gens qui sont à 1 an d'une néphrectomie. Sauf pour dire qu'après 2 ans après une néphrectomie, il y a beaucoup de patients qui vont bien faire, même après, juste avec l'observation. C'est juste qu'on veut lever la barre. Et j'espère que la prochaine fois qu'on vous voit, on va être capable d'augmenter cette ligne-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'utilise pas le micro inaudible. Oui, c'est une excellente question et ça fait partie du développement de médicaments. Vous rappelez? Donc, alors, de l'adjuvant néoadjuvant, c'est la même chose. Alors, prenons la cellule claire. Ça, c'est 3 sur 4, 4 sur 5 patients. Et maintenant, on dit, OK, maintenant, on a prouvé que ça marche. On essaye de faire ça de façon simultanée dans les variants. S'il y a une composante de cellules claires, on pense que ça pourrait être un bénéfice, mais si c'est papillaire, translocation ou n'importe quel autre type, mais direct, ça, ce sont les variantes dont je parlais. On les met tous ensemble, puis là, on doit avoir des essais qui sont les parties rares. Alors, une partie de mon chapeau, c'est traiter les gens avec des tumeurs rares, puis on le fait de la même façon. Alors, on peut écrire un protocole pour des essais phase 3. Puis, il y en a beaucoup. Alors, on fait des phases 3 pour chromophobes. Ça va vous prendre combien de temps à recruter? Alors, ce qu'on pose comme question, c'est d'être versatile, puis de dire peut-être faire des phases 2 plus petits. Puis je pense que ça nous aide pour les gens qui font des protocoles de penser à ça. Alors, je dirais que dans le métastatique, au Canada, c'est pas ce que je discute aujourd'hui, mais dans toutes les histologies, alors les adjuvants ont besoin de certaines composantes de cellules claires, soit majorité cellules claires, certains d'entre nous vont être flexibles. Une composante, s'il n'y en a pas, c'est pas qu'on sait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on ne sait pas si ça fonctionne. Et quand on expose aux effets secondaires, il faut faire très attention à ça. C'est comme ça qu'on pense en ce moment, mais on essaie de développer des protocoles. Et ça fait partie de l'Institut de recherche et leur programme. Puis les endroits comme ici, de faire ce genre de accès rapide ou des essais à accès rapide quand on n'est pas obligé de faire des phases 3. N'utilise pas le micro inaudible. Oui, alors en ce moment, c'est une bonne question parce que, en fait, on pose la question qui ont fait les tests génétiques, puis il y a clairement des indications, il y a des lignes directrices sur qui devrait avoir des tests génétiques. Et si un membre de la famille a été testé, je pense qu'on devrait être inclus dans un test génétique, un programme génétique. Alors, ce que tu demandes, c'est des traitements prophylactiques. Alors, je suis susceptible, est-ce que je devrais avoir un médicament? On n'a pas ça encore pour le cancer du rein. Ça serait un immense avancée. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de suivre les patients avant d'avoir le cancer du rein. Est-ce qu'on peut l'attraper dans le sang? Mais je pense que dans les 10 prochaines années, on va avoir des tests d'ADN méthylés pour essayer de trouver des cancers avant qu'ils se manifestent. Alors, les gens qui ont des syndromes génétiques, c'est une excellente idée de recherche. Mais je pense que comprendre le typage sanguin aiderait, mais les thérapies sont après avoir une ablation du cancer et pas avant un diagnostic de cancer. Mais j'espère avoir cette conversation dans 10 ans. Et juste parler de l'aspect génétique, est-ce que vous pouvez donner des idées de qui devrait avoir un suivi en génétique? Frères, sœurs, parents, enfants? Ouais, ça c'est super et beaucoup à l'extérieur de ce que je voulais discuter aujourd'hui, mais j'adore ça. On a des lignes directrices sur qui devrait être, et je pense qu'on va faire une mise à jour. En général, quand
et Dr. Bansal font ça de façon indépendante. Quand ils voient le rapport de pathologie, ils voient des CRR multifocales. Alors, pas juste une chose qu'ils ont vue, mais alors plusieurs endroits dans le rein, juste pour garder ça simple. Alors, ça devrait nous amener à un test génétique parce que c'est différent à juste un cancer du rein qui est arrivé. Je pense que les gens qui ont eu des cancers dans les deux reins, alors bilatéraux, on devrait y penser. N'importe qui en dessous de 40 ans avec un diagnostic de cancer du rein, franchement, n'importe qui en bas de 40 ans pour n'importe quel diagnostic de cancer, on devrait référer aux génétiques. Il y a des syndromes génétiques, alors VHL devrait être envoyé ou VHL suspecté. Il y a d'autres associations, donc les gens avec du liquide dans la poitrine, il y en a plein, là. Il y a des lignes directrices pour ça, puis on a des excellents programmes génétiques dans les provinces, dans toutes les provinces, mais les lignes directrices sont claires. On devrait pousser les groupes de génétique à avoir ces patients-là, même si ça prend 6 à 8 mois pour le... Tu sais, ça ne met pas de délai à votre traitement, mais il faut avoir du temps. Il faut passer à travers l'arbre génétique, les questionnaires, l'évaluation. On devrait avoir des questionnaires pour ça. Désolé de te sortir du sujet. Et un autre point pour les gens qui sont intéressés par la génétique, on veut avoir un spécialiste qui va parler des génétiques, des génomiques en novembre. Alors, restez à l'affût. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, merci beaucoup. Merci tout le monde. Alors, je vais être très rapide ici parce que le sujet aujourd'hui, c'était thérapie adjuvante et dans le cancer du rein au Canada. Je vais remercier le docteur Kapoor, puis je vais devoir mettre mes lunettes pour ça ici. D'abord, je veux remercier les Bansal et Alani pour votre expertise, pour votre temps, parce que je le sais que tout le monde est occupé, mais je sais que vous êtes très occupé. Alors, merci beaucoup. Je voulais remercier Saint-Joseph, les traiteurs. Nola, j'aurais pas pu faire ça sans toi. Merci beaucoup. Et j'aimerais vous remercier d'être venu. Votre intérêt, votre soutien nous tient beaucoup à cœur ici à Cancer du Rein Canada. J'ai mentionné, ça va être disponible sur notre site web post-production. Alors, toute l'information que vous avez entendue ce soir va être disponible dans les prochains mois. Et on est heureux de le partager. Si vous avez un centre d'éducation, on est heureux de le partager si c'est utile pour vous. On va parler de l'aide à la décision pour la thérapie adjuvante. Ça a été créé pour informer les patients sur la thérapie adjuvante et les aider à prendre leurs décisions avec leur donneur de soins. On en parle beaucoup de décisions conjointes parce que c'est tellement important. C'est maintenant dans la dernière partie. On voulait l'avoir prêt pour ce soir, mais comme on parlait des essais et les données, l'information, ça prend du temps de s'assurer que tout est parfait et passe à travers tous les canaux avant de le passer au patient. Alors, Dr. Kapoor a été le premier à commencer le processus. Il a été un défenseur de droit pour la thérapie adjuvante. Il nous a encouragés chez Cancer du Rein Canada de créer un aide pour les patients, pour leurs décisions. Alors, ça n'a pas été, comme ça a été expliqué, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour une assez grosse population dans notre communauté de cancer que ça va être un bienfait pour eux. Alors, on veut le promouvoir. Alors, les conversations avec vos médecins est essentielles. Et ça, c'est pourquoi on a formulé l'aide à la décision pour vous donner l'information, les questions que vous pouvez amener avec vous au médecin ou étudier avant, comme ça vous êtes préparé avant le rendez-vous. Parce que comme vous savez, le temps a beaucoup de valeur quand vous parlez à un spécialiste, mais ça aide à vous préparer et votre médecin devrait être prêt à répondre à vos questions. Alors ça, c'est Dr. Christine McAlpin et ça, c'est une superbe photo d'elle. Et elle a accepté d'être notre autrice.
Alors, elle a beaucoup d'expérience à faire d'autres aides à la décision pour nous et dans la communauté de cancer. Elle a fait 2 à Ottawa. Alors, est-ce que j'ai de la chirurgie ou est-ce que je traite mes petites tumeurs? Sont sur la table en sortant s'ils ont de la valeur pour vous. Et comme j'ai dit, le processus à créer un aide à la décision est très long. Elle a commencé avec un brouillon. Ensuite, ça va à un panel de médecins, de spécialistes à travers le Canada. Et eux vont donner leur input. Et ça revient à Kristen qui prend toute l'information et qui fait une mise à jour du document et ça ressort. Alors, c'est un processus en 3 fois. On est maintenant à la version finale. On l'a fait 3 fois. On veut s'assurer qu'on le fasse bien. Et une fois que la dernière version est terminée, on va l'envoyer pour l'impression et on va l'avoir en ligne sur notre site web pour celles et ceux qui veulent s'y référer. J'ai tellement de diapos que je devrais montrer. Alors ça, c'est brouillon, encore une fois. J'ai marqué brouillon dessus, mais ça explique, c'est le pembrolizumab, ce que Dr. Levani expliquait si bien. Et pour qui c'est disponible, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est une décision sérieuse que vous devez prendre dans votre processus de traitement. Et on espère que cette aide à la décision va aider les conversations avec le docteur et vous donner une bonne idée de la meilleure façon de procéder après la chirurgie. L'aide à la décision telle qu'expliquée est pour vous si vous avez eu une chirurgie dans les 12 dernières semaines, vous avez une tumeur qui était plus grosse que 7 cm et qui était dans différents tissus, un cancer du rein dans les ganglions ou les patients stade 2 ou stade 3 et stade 4. C'est aussi une conversation que vous devez avoir avec votre spécialiste, votre médecin, et ça donne aussi les raisons dans cette aide à la décision pourquoi certaines personnes ne sont pas admissibles. Alors, c'est quoi les options après la chirurgie? Les options de recevoir le Pembro, l'observation, le monitoring et expliquer c'est quoi les processus et c'est quoi les attentes. Et si on décide de ne pas aller avec la thérapie adjuvante, ça explique aussi c'est quoi le processus et ça devrait être quoi les traitements. Alors ça donne des questions à la fin après avoir lu l'information pour décider si vous avez reçu assez d'informations de l'aide à la décision et si vous vous sentez confortable à aller voir le médecin et savoir comment discuter le traitement. Et aussi, ça vous donne une carte sur est-ce que vous vous sentez confortable avec la décision. Et ça, c'est tout inclus dans l'aide à la décision. En haut de la page, ça dit, quoique caché un peu, que cette information n'est pas supposée remplacer l'information du spécialiste. C'est un complément pour vous aider à prendre la bonne décision dans la prise de décision partagée. On va l'avoir dans le site web. Ça va être disponible par la poste si les gens sont intéressés et on veut le partager avec la communauté de cancer du rein. On a aussi parlé avec certains médecins qui veulent partager l'information avec les patients qui sont éligibles, qui vont rentrer dans les cliniques, dans les hôpitaux. Alors, on espère juste en parler. C'est une option de traitement valide si vous connaissez la bonne information, si vous avez la bonne information pour prendre la bonne décision. Merci beaucoup. Et je crois que je dois dire bonne soirée, merci d'être venu. J'apprends quelque chose à chaque fois, mais tellement ce soir. Merci, Dr. Bansal et Lani. J'ai hâte d'en parler à la communauté. On est très chanceux ici à Cancer du rein Canada qu'on a tellement un bon réseau de spécialistes en cancer du rein qu'on puisse les appeler. Ils sont toujours prêts à aider. Et ça, c'est à travers le Canada. Alors, on est très, très, très reconnaissant pour la communauté. Alors, merci d'être venu. Il y a encore de la nourriture. Si vous voulez prendre un biscuit pour la route, café pour la route, s'il vous plaît, servez-vous. S'il y a des gens qui veulent une passe de stationnement, qui n'en ont pas eu, venez me voir. Et merci encore une fois. Bonne soirée.